ce deuxième Meetup Career Hacking, où l'objectif c'est de parler de sujets qui peuvent être intéressants pour les CTO. Et aujourd'hui, donc l'objectif c'est de parler du scaling des équipes tech. Pour ce faire, donc ce soir je suis avec deux Fred. Donc pour faciliter un petit peu la communication, on aura Frédéric à ma gauche et Fred ici. Bonsoir à tous, donc Frédéric Rivin, je suis le CTO de Dashlane. Qui connaît Dashlane dans la salle? Vous me faites plaisir. Dashlane, aujourd'hui, l'équipe engineering, c'est à peu près 80 personnes, un peu plus d'une cinquantaine au dev, et puis la QA, l'IT, etc. En plus. On a une grosse croissance, on a cru de probablement 75% cette année en termes de taille. Et voilà. Et on a un peu de tout en termes de tech, donc c'est assez hétérogène dans les spécialités. Et vous êtes aussi aux quatre coins du monde. Ah oui, on est à Paris, New York, Lisbonne. Voilà, donc en termes de distribution, c'est toujours un peu compliqué. Fred. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, Fred de Villamil, je suis CTO d'une toute petite boîte qui s'appelle Miley, qui est à Marseille, qui fait des outils pour aider les commerçants à améliorer leurs relations clients post-achat. Et avant ça, j'étais VP Engineering chez Aircall et chez Ledger au moment de la phase d'hypercroissance. Et aujourd'hui, on a la particularité, nous, de monter des équipes en full remote. Voilà. Et Ledger, on était passé d'une quinzaine à une cinquantaine d'ingénieurs en quelques mois, et avec 2 sites. Et chez Aircall, on était 40-45 à Paris, une quinzaine à New York, avec les problèmes de langue et les problèmes de décalage horaire. Et chez Miley, vous doublez les effectifs sur les 6 prochains mois. Voilà, c'est ça. Et uniquement en full remote, sur GMT plus 2-2 dans un premier temps. Merci. Du coup, pourquoi le scaling? Déjà, premier point, c'est, je pense que dans la salle, on sait tous que c'est compliqué de grandir, que ce soit d'un point de vue organisation, que ce soit par rapport à la roadmap qui grossit, par rapport à plus de pression des externes, etc. etc. Et juste pour que vous ayez un chiffre en tête, une étude que Digital Ocean avait fait il y a de ça quelques mois disait que 60% des développeurs avaient des symptômes de burn-out. Du coup, c'est important de vraiment scaler de manière saine. Et du coup, c'est tout l'objectif aujourd'hui que de tenter de vous donner des billes pour justement aller plus loin sur ce sujet-là. Du coup, première question, toute simple, ça veut dire quoi bien scaler, Fred? Bien scaler, c'est faire en sorte de ne pas perdre sa vélocité tout en embauchant un maximum de monde. Et en évitant de faire fuir aussi ceux qui étaient là. Voilà. Frédéric. Oui, c'est ça. C'est comment, c'est un peu comme dans la vie, hein, c'est comment est-ce qu'on grandit. Alors effectivement, on a les douleurs de l'adolescence, etc., comme les enfants qui grandissent, mais il ne faut pas non plus tout casser. Il faut réussir à garder un petit peu tout ce qu'on avait au départ, qui faisait l'essence de l'équipe d'origine, la culture, la communication, la vélocité, et tout en incorporant et en intégrant tous les nouveaux qui nous rejoignent. Et justement, vous, sur vos différentes expériences, c'est quoi un peu les grandes étapes que vous avez pu identifier et qu'est-ce que vous conseillerez justement en termes de structuration? Alors, il y a plusieurs paliers. Ça dépend de chaque structure, mais effectivement, il y a un premier palier qui est plutôt le palier 0 à 10, où fondamentalement, là, on ne se pose pas trop de questions. Généralement, on recrute au fur et à mesure de nos moyens et de comment ça se passe. Au-delà de 10, il faut commencer à structurer un peu plus. Et moi, j'ai tendance à dire que de 10 à, on va dire, 30, on est en phase d'apprentissage de structuration. Et passer au-delà de 30, on ne peut pas passer au-delà de 30 de façon saine et sereine si on n'a pas des bons fondamentaux techniques, organisationnels, culturels, etc. Donc après, il y a un gros palier. Et puis il y a d'autres paliers qui sont plutôt liés à est-ce qu'on est sur un seul site versus plusieurs sites, est-ce qu'on est remote par remote. Ça, c'est des paliers qui se rajoutent en termes de complexité par rapport à la croissance. Je suis assez d'accord avec Fred là-dessus. C'est vrai que de 0 à 10, on commence à s'organiser un petit peu, on monte une équipe, on commence à mettre en place toutes les bonnes pratiques de méthode agile, de sprint, avoir de la gestion de ressources qui tient un peu la route, commencer à mettre de la CI, de la CD quand on peut, quand on a le temps, quand on y pense, pour pouvoir ensuite appliquer ce modèle quand on va passer de 10 à 20, éventuellement de 20 à 30, simplement en dupliquant le nombre d'équipes. Et puis ensuite, commencer à rajouter aussi du management transverse, parce que généralement au début, le management va être fait plutôt par les lead tech, et il y a un moment où les lead tech ne peuvent plus à la fois avoir le leadership technique de leurs équipes et manager des gens, donc il faut recruter des gens qui vont faire que ça, et commencer à scaler doucement, en évitant le râteau managérial et de rajouter des couches de managers et de managers et de managers.
Et du coup, d'ailleurs, toi, tu disais que à moins de 10, tu recrutes un engineering manager. À moins de 10, ouais, si je commence à devoir à la fois avoir le boulot de CTO et gérer 7-8 personnes en direct report, ça commence à devenir assez painful. Parce que ça veut dire, en comptant un one-to-one tous les 15 jours, c'est 3h30 par semaine, rien de one-to-one plus la préparation. Ça commence à faire beaucoup. Donc c'est vrai qu'avoir un engineering manager à plein temps qui va éventuellement au début aussi suivre l'avancée de l'équipe, l'avancée de la roadmap, plutôt côté tech avec le produit, que de devoir le faire moi-même, c'est quand même un gros soulagement. Si tu veux rajouter un petit Ouais, point là-dessus. nous, on a, chez Dashlane, au stade où on est, on a effectivement commencé à vraiment splitter le leadership technique par rapport au management, juste en termes de focus principal pour les personnes, même si un engineering manager, ça a quand même encore de la contribution technique. Hein. Et on s'est donné un petit peu comme règle qu'en fonction du niveau de maturité du manager, soit c'est un manager hands-on qui en gros continue à contribuer du code de façon significative et il ne doit pas avoir plus de au grand max 5 reports, parce que sinon après il n'a plus le temps, soit il est un peu plus senior et il commence à un peu lâcher la bride et à ce moment-là il peut aller jusqu'à 10 reports. Mais donc fondamentalement quand on va scaler, si on prend ce genre de règles, ça force à recruter des managers ou à faire grandir des gens dans un rôle managérial et ou un rôle technique si la personne elle a plutôt envie de progresser dans son expertise technique. Et d'un point de vue organisation, du coup, qu'est-ce que vous conseillez pour justement que ça puisse grandir? Enfin, du coup, on parle beaucoup de feature team. Déjà, qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans vos équipes, et qu'est-ce que vous considérez qui peut fonctionner pour toute taille d'équipe? Alors moi, ma vision des choses, c'est qu'en fait, il n'y a pas une solution qui fonctionne. Ce qui est hyper important, c'est surtout que l'équipe elle sache s'adapter en continu au contexte, à la taille qu'elle a. Donc si je prends l'exemple de Dashlane, quand moi je suis arrivé chez Dashlane où l'équipe elle était en gros 25 personnes dans l'engineering, on avait une équipe iOS, une équipe Android, etc. etc. Et ça marchait bien quand on était suffisamment petit, qu'on avait un seul produit vraiment unique. Mais en grandissant, à un moment, on a des problèmes de synchronisation entre les équipes. Donc on est passé en feature team, ce qui a été une première étape. Et puis à un moment, on s'est aperçu que nos feature teams avaient des scopes business qui étaient trop larges. Donc on a décidé de rétrécir le scope, d'avoir plus de feature teams et plus flexible. Et puis il faut gérer aussi en parallèle la maintenance technique des plateformes. Alors nous en particulier, on a une application native sur à peu près tous les écosystèmes qui existent. Donc ça induit une grosse maintenance technique et on a aussi évolué au cours du temps en fonction de notre taille. Au départ, on disait dans chaque sprint, on fait 10% ou 15% de notre temps sur la maintenance technique. Et puis aujourd'hui, on est suffisamment gros pour se dire qu'on a en continu des personnes qui sont allouées à la maintenance technique et d'autres en continu aux feature teams. Et par rapport au feature team, justement, on se pose souvent des questions de comment on fonctionne par produit, par mission. Toi, qu'est-ce que tu as mis en place? Qu'est-ce qui a marché? Nous, notre première itération sur les feature teams, c'était un scope business. Donc, on avait une équipe qui était par exemple sur la conversion des utilisateurs de gratuit à premium, une équipe qui était sur l'acquisition de nouveaux utilisateurs, etc. Mais ça faisait des scopes business qui étaient trop larges. Alors, au début, on n'avait pas tellement le choix, on n'avait pas beaucoup de feature teams. Mais on a décidé de justement, tu parlais de mission, de réorienter ça sur chaque feature team à une mission propre, un objectif propre associé à nos OKR, qui est probablement un autre sujet. Mais voilà, et on fait tourner les mission teams en fonction de leur mission. Quand elles ont accompli leur mission, on la dissout et puis on en recrée une autre en fonction du besoin du moment, etc. Donc ça induit à la fois beaucoup de flexibilité, mais le fait que quand tu es au sein d'une mission team, tu as un focus unique et tu sais sur quoi tu dois avancer et tu as un objectif à accomplir. Et du coup, Fred, dans une petite équipe aujourd'hui, qu'est-ce que tu as gardé de plus grosses équipes et qu'est-ce que tu vas remettre en place Nous, on a pas mal de produits aujourd'hui, on a 6 produits différents, donc ça va déjà être des product teams. C'est ce qu'on avait fait chez Ledger quand on avait commencé à se diversifier un petit peu. Chez Aircall, c'était assez différent parce que le produit était très très découpé en tout un tas de produits, donc c'était des équipes produits au sein d'un très gros produit. Donc tout ce qui était les phones, intégration, toute la partie, on va dire, back-end. Donc c'était un petit peu de la mission team. Aujourd'hui, moi, ce que je souhaite, c'est, comme on ne part pas sur des suites, enfin sur une grosse suite de produits, mais vraiment sur des produits découpés, ça va être des équipes produits, tout simplement, qui vont grandir. Et ensuite, si un jour j'ai assez de dev pour faire ça, c'est de partir vraiment sur la feature team au sein des produits. C'est-à-dire C'est-à-dire des teams, certaines liées à la conversion, certaines
qui vont être liées au contraire à l'augmentation de l'usage, et ainsi de suite. Mais parce qu'on a des produits qui ont des scopes qui sont très précis. Au final, pour moi, le point important, c'est que la cellule originelle, quand on était 5, où on avait une autonomie avec une équipe de 5, elle soit maintenue en scalant. Donc il faut vraiment se dire que, quelle que soit la feature team, la product team, la mission team que tu crées, ça reste une cellule familiale dans laquelle tu as ton autonomie et ta capacité d'opérer, d'avoir un impact. Donc il faut que ton modèle de scalabilité, il permette ça, quoi. Et ça nécessite plus d'alignement au global sur la structure, mais en tout cas, l'unité, elle doit avoir de l'autonomie. Je rajouterai un truc pour m'être pris le mur une fois, c'est qu'à partir du moment où on a des teams qui sont dépendantes de la delivery d'autres teams, là on a un vrai problème. Et quand on doit attendre qu'une team ait terminé, d'avoir fini quelque chose pour que toute une partie du produit puisse avancer, c'est qu'on a mal découpé ces teams pour pouvoir avancer. Et du coup, justement, pour juger un petit peu de ça, pour mesurer, pour suivre si ça marche bien ou pas, qu'est-ce que vous avez mis en place comme indicateur, comme outil, qu'est-ce que vous conseillez de faire pour pouvoir monitorer tout ça de manière efficace? Ou qu'est-ce que vous monitorez au sein de vos équipes de manière plus générale, quoi? Alors moi, honnêtement, je ne monitore pas grand-chose. Non, mais dans le sens qu'au final, il y a un point d'architecture déjà qui est comment est-ce que le produit ou la stack technique de l'entreprise est fichu. Et ça génère ou pas des dépendances. Donc c'est important de construire, d'architecturer son produit de façon loosely coupled, avec le minimum de dépendances possible. Et ça se reflète d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez la loi de Conway, mais en gros, elle dit que l'architecture technique est un peu le reflet de l'organisation de l'entreprise. Donc c'est hyper important de vraiment bien réfléchir à les deux. Donc ça c'est déjà le prérequis. Et puis après, comme tu le disais, si à un moment j'ai une équipe qui est limitée parce qu'elle a besoin d'attendre l'autre équipe, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc là il faut repenser à la fois éventuellement l'organisation des équipes, mais aussi l'architecture technique qui est inhérente à ces deux équipes. Donc c'est investir dès le départ sur des concepts de découplage d'architecture, c'est hyper important parce qu'en grandissant ça ne va pas s'améliorer, quoi. Et parfois il faut se dire que on repart from scratch et on casse et on recommence pour le faire mieux, quoi. Moi, il y a un truc que je monitore depuis quelques années. J'étais à l'époque ingénieur système et donc on avait toute une équipe qui avait beaucoup d'astreintes de nuit et c'était extrêmement fatigant. C'est le taux de fatigue de l'équipe. Soit je le fais directement quand j'ai peu de personnes, soit je le fais faire par les engineering managers. L'idée, c'est de s'assurer que les gens sont pas au bord du burn-out. Donc c'est déjà prendre le mood de la personne pour tous les one-to-one. Et pour les gens qui ont des astreintes, c'est s'assurer qu'elles ont eu les bons temps de repos, qu'elles n'ont pas eu, si jamais elles ont été d'astreinte la semaine d'avant, éviter de les faire intervenir sur tout ce qui va être incident ou autre qui élève le niveau de stress. Mais peut-être mettre d'autres personnes quand on a assez de monde, pour s'assurer que le mood qui va de 0 à 10, il soit toujours entre 7 et 10. Sinon, on a des gens qui sont fatigués et qui, en général, viennent bosser en train dans les pieds. Et ça fait qu'un problème de personne peut très très rapidement devenir un problème d'équipe. Et justement, comment tu fonctionnes là-dessus? C'est des questionnaires, c'est via des one-to-one, c'est comment tu prends un peu la température? Alors, on l'a fait de deux manières différentes. On l'a fait anonymement, avec un survey dans un typeform. Et je préfère le faire pendant les one-to-one parce que ça permet de comprendre le pourquoi. Ce que ne va pas forcément donner le Google Survey. En plus, le problème du Google Survey, c'est qu'on se dit toujours, mais comme c'est lié à mon compte Google, il va peut-être voir qui a dit quoi, donc les gens sont moins libres de parler. Alors qu'en one-to-one, en discutant, les gens se sentent souvent plus libres. Donc souvent, c'est la machine à café, pour éviter de faire ça dans un cadre trop formel. Ça marche assez bien. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent passer en one-on-one, c'est sûr, que ce soit avec le manager ou même moi, je déjeune régulièrement avec des membres de l'équipe. J'ai une rotation comme ça où je suis dans un cadre un peu informel et puis on déjeune, on parle de la vie, on parle pas forcément du boulot, mais au moins ça permet de sentir un petit peu est-ce que la personne elle est heureuse chez Dashlane ou pas. Après, on a un truc plus global qui est au niveau de Dashlane, on utilise un outil qui s'appelle CultureAmp qui permet de faire du sondage sur l'engagement des utilisateurs, des employés, etc. Mais effectivement, ça reste anonyme, donc c'est toujours un peu compliqué d'en tirer des enseignements vraiment actionnables, mais ça permet d'avoir une vision d'ensemble de l'entreprise aussi. Et
D'ailleurs, par rapport au one-to-one, c'est quoi pour vous la fréquence idéale? Enfin, du coup, c'est compliqué de le faire toutes les semaines. Vous, qu'est-ce que vous avez mis en place et qu'est-ce qui marche pas? Moi, ça dépend des personnes. En fait, je demande à la personne qu'est-ce qu'elle a envie. Il y a certaines personnes avec lesquelles je fais toutes les semaines, donc parce qu'elles en éprouvent le besoin, donc je les vois toutes les semaines. Et il y en a d'autres, la cadence habituelle, c'est plutôt tous les 15 jours. Mais c'est vraiment en fonction de... Ça reste pour moi, ce moment-là, ça reste un moment pour le membre de l'équipe pour venir partager des choses. C'est pas tant moi qui lui demande de venir me faire un reporting de quelque chose, c'est vraiment lui qui veut parler de sa vie au quotidien, de ses problèmes, de comment est-ce que je peux l'aider, etc., etc. C'est plutôt un moment pour lui, donc c'est vraiment à sa demande à lui de dire comment il veut qu'on opère ensemble. Ça dépend des gens, comme dit Frédéric. Moi, c'est plus quand il y a des problèmes de performance, on va se voir un petit peu plus souvent pour pouvoir mettre en place ensemble des programmes avec des paliers et revoir régulièrement, alors que ce soit moi ou l'engineering manager, d'ailleurs, selon la taille de l'équipe. Mais c'est avoir des programmes dédiés pour aider la personne à ramp up quand il y a un problème. Tous les 15 jours, ça me semble le minimum, ne serait-ce que pour pouvoir prendre un peu la température, surtout quand on est en phase de forte croissance. Il y a un stress supplémentaire qui vient s'ajouter. Il y a le stress du business, du produit à sortir, le stress aussi des nouveaux arrivants, de la culture qui évolue, qui va changer, des gens qui ne se reconnaissent plus dans une boîte dans laquelle ils étaient bien 6 mois avant parce que l'équipe a doublé ou a triplé. Tout ça, c'est des trucs à prendre en compte. Et puis après, moi, ce que je leur dis, c'est que ma porte est toujours ouverte si jamais il y a un problème ou si jamais ils veulent parler de quelque chose. Mon Slack est ouvert aussi. Donc, s'ils veulent, ils peuvent venir me voir. Et juste pour revenir aux outils, est-ce que déjà vous utilisez les outils type Gitprime ou Velocity, CodeClimate, etc. Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Et est-ce que par rapport aux outils, encore une fois, est-ce que vous utilisez Jira? Est-ce que vous avez surconfiguré le truc pour que ça vous apporte des indicateurs? Enfin, qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Alors moi, j'ai une vision assez radicale du truc. J'ai toujours trouvé que ces outils, c'est du bullshit. Gitprime Co. Pour moi, c'est dit. Non, mais dans le passé, dans différentes expériences, on m'a demandé de faire du reporting sur des métriques de l'engineering, sur les volumes de bugs, sur ce genre de conneries. À la fin, tu fais des reports que personne lit et de toute façon, c'est des reports qui servent à rien. Ce qui compte, c'est comment marche ton business, c'est comment tes utilisateurs en production sont heureux et c'est ça qui compte. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'aime bien les OKR parce que ça te force à justement passer ce cap-là de te dire que même si tu es un ingénieur, tu vas au bout des choses et tu te dis que, en gros, je suis un développeur iOS, est-ce que mes utilisateurs sur iOS ils sont contents, quoi. C'est pas est-ce que j'ai résolu tous mes bugs et est-ce que j'ai créé suffisamment de lignes de code, quoi. Donc après, bien évidemment qu'au sein de notre CI, au sein de notre CD, on a aussi des métriques, mais des métriques opérationnelles qu'on utilise en tant qu'équipe pour opérer. Mais ce n'est pas des outils de reporting vers l'extérieur, ce n'est pas des outils de mesure de la vélocité, c'est vraiment des outils pour pouvoir fonctionner ensemble en collaboration, quoi. Nous, le seul truc qu'on va traquer là-dedans, c'est la vélocité à minima, mais c'est plus pour savoir ce qu'on va pouvoir sortir et pour pouvoir fournir des ETA un petit peu par rapport aux demandes du business, aux besoins produits. Donc là, on suit la vélocité, mais c'est pas du reporting. Moi, je vais pas faire un reporting à mon CEO sur le nombre de points qu'on a fait dans le dernier sprint, parce que c'est pas quelque chose qui est pertinent. Donc on essaie de voir un petit peu plus loin aussi. Après, en termes d'outils purs, Jira, c'est très bien quand on commence à avoir une certaine taille. Je pense une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, nous, on est full GitHub. On a rajouté ZenHub par-dessus pour avoir une vue globale des différents repos. Dès qu'on commence à avoir un peu trop de repos, ça devient très très lent, donc on va changer. Mais je veux dire, l'outil, c'est d'abord l'outil qu'on prend à un moment donné parce qu'on a un pain point. L'outil résout le pain point et quand l'outil devient lui-même le pain point, on change et on évolue et il n'y a pas vraiment de religion là-dessus. Après, il y a une question de budget. Et Frédéric, si tu devais conseiller quelques outils que tu utilises aujourd'hui et qui t'ont permis de scaler. Ouais, au final, effectivement, tout le monde se plaint de Jira, mais ça fait le job, hein. Nous, on avait une stack historiquement qui était très atlassienne, donc on avait Bitbucket, Bamboo, Jira, Confluence. On a gardé Jira Confluence parce qu'au final, c'est utilisé par toute l'entreprise et que ça fonctionne à scale, hein, c'est la réalité, même si
On rouspète toujours, hein, mais ça fonctionne à scale. On a migré de Bitbucket et Bamboo vers GitLab, mais plus pour des raisons de, comme comme on host nous-mêmes ces instances-là. Atlassian avait abandonné en pratique le support de Bitbucket et Bamboo on-premise, donc on voulait juste pas se retrouver avec un truc qui était en train de mourir, donc on a migré vers GitLab, mais fondamentalement ça faisait aussi le job. Après chacun le tune comme il veut, mais c'est globalement... Très bien. Et par rapport à... Donc tout à l'heure, vous parliez qu'une organisation peut changer du tout au tout, et vous l'avez fait, refait, et vous le referez sûrement encore chez Dashlane. C'est quoi un peu les signes qui vous ont alerté, qui doivent vous alerter pour justement changer cette organisation? Alors, pour moi, il y a deux choses. Il y a on ne doit pas changer une fois qu'on est en souffrance, hein, donc il faut toujours se poser la question en gros, c'est quoi le prochain changement? Et ça, j'ai toujours beaucoup stimulé mes équipes en disant, ok, là, on vient de faire ce changement-là, mais c'est quoi le prochain? Et d'ailleurs, ça peut pas forcément être un changement engineering, ça peut être un changement sur la façon dont on est coordonné avec le marketing, etc. Mais en tout cas, toujours se mettre dans une situation de changement continu. Et puis après, il y a quand même le fait que via les one-on-one, via la façon dont on récupère du feedback et de la communication des équipes, on identifie des patterns de trucs qu'il faut qu'on améliore, et à ce moment-là, on se dit, bah, ok, on agit dessus. Pour moi, c'est hyper important qu'on ne soit pas un peu passif sur sa croissance, qu'on soit plutôt actif et que c'est nous qui tenions un peu le gouvernail, même si on ne sait pas trop où on va et qu'il y a la déferlante qui arrive. Mais voilà, il faut qu'on trace sa route, et ça implique d'avoir vraiment une démarche active. Je rejoins à peu près ce que dit Fred. Il y a deux choses où on sait qu'on s'est planté. Quand même, c'est quand la vélocité commence à se casser la figure et qu'on a un turnover de folie. Là, c'est qu'il y a un vrai gros problème et qu'il faut changer quelque chose. Donc il faut être capable d'abord d'être proactif et à l'écoute. C'est pas toujours simple parce que les gens viennent pas toujours vous voir pour vous dire que ça va pas. Principalement quand le CTO est aussi le cofondateur, ça met une certaine distance, passer une certaine croissance de boîte. Donc il faut dans ces cas-là avoir le relais des engineering managers. Il faut que les devs aient la confiance de leurs engineering managers, et il faut que les engineering managers travaillent en confiance avec leur CTO. C'est pas toujours évident. Ça demande du temps et puis ça demande de l'écoute aussi. Mais s'il y a deux trucs que je surveille un peu comme le lait sur le feu, c'est les chutes de vélocité. Un sprint, d'accord, 2 sprints d'affilée, c'est qu'on a un problème. Et puis quand les gens commencent à parler de partir. Comprendre pourquoi, et quand il y en a un, d'accord, quand il y en a 2, 3 sur un trimestre, c'est qu'il y a probablement un problème structurel. Alors moi, j'ai un avis un petit peu plus nuancé sur le turnover, et on va sûrement en reparler, mais il y a des phases de vie dans l'entreprise où il y a des gens qui vont partir, et c'est juste la réalité, ne serait-ce que parce qu'une question de vie de l'entreprise. On a des cycles, généralement on dit qu'on a des cycles de 3 ans, et au bout de 3 ans, les gens partent, donc on va avoir des fournées de gens qui sont arrivés il y a 3 ans qui vont commencer à dire est-ce que j'ai envie de partir? Alors évidemment, on a toujours envie de les retenir, mais à un moment, ça sert à rien de les retenir contre leur plein gré, hein, donc moi, ça dépend des raisons pour lesquelles ils partent. Si les gens partent parce qu'ils ont envie d'aller faire autre chose, parce qu'ils ont envie de grandir différemment et que je ne peux pas leur offrir, bah, ok, au contraire, c'est une opportunité même de faire rentrer du sang neuf dans l'organisation. Il ne faut pas qu'ils partent parce qu'ils sont saoulés par des pain points qui sont en interne. C'est plus donc le turnover, je pense qu'il faut le regarder aussi avec un peu plus de finesse pour savoir pourquoi est-ce qu'on a du turnover. Est-ce que c'est vrai, effectivement, du turnover qui devrait être regrettable ou non regrettable, quoi. Et juste pour revenir à la mesure de la chute de vélocité, toi, comment tu fais ça concrètement? C'est juste ressenti ou Non, quand tu calcules ta vélocité, quand tu fais ton planning poker en début de sprint, tu sais que tu vas mettre tant de points de vélocité. Tu sais que après quelques mois, parce qu'au début, quand on met en place le calcul de la vélocité, on se plante tout le temps. On a tendance à surcharger ses sprints. Mais une fois qu'on sait à peu près qu'on est capable de livrer 40-50 points de complexité sur un sprint, si on tombe à la moitié de sprint d'affilée, c'est qu'on a un très sérieux problème. Donc c'est soit que les gars se sont donnés beaucoup trop fort pendant quelques sprints pour arriver à faire ce qu'on avait planifié et ils sont crevés, soit c'est qu'il peut y avoir autre chose derrière. Est-ce que c'est un problème d'estimation, ou est-ce que c'est qu'il y a une fatigue générale, un ras-le-bol? Voilà. Après, il faut aller creuser, il faut aller parler aux gens. Et par rapport à ceux qui ne font pas du Scrum, qu'est-ce que tu suggères?
T'as pas nécessairement besoin de faire du Scrum pour calculer ce que tu vas faire dans la semaine. Nous, on fait pas de Scrum, on fait un mix entre Scrum et Kanban. Ne serait-ce parce qu'on n'est pas assez nombreux pour pouvoir à la fois planifier ce qu'on va faire sur le sprint et prendre tout ce qui rentre pendant le sprint. Et que le Scrum by the Book, tu es immutable dans ton sprint. Mais tu sais quand même à peu près ce que tu peux caler dans un sprint. Et on s'arrange pour estimer aussi les bugs qui vont rentrer, les issues, les demandes clients qu'on gère toujours. Donc on sait à peu près qu'on est capable de faire 60 points dans un sprint. Alors nous, on le fait beaucoup plus pifométriquement parlant. En gros, en review, tu sens si l'équipe a été contente de son sprint ou pas contente de son sprint. Si elle n'a pas été contente de son sprint, tu dis qu'il y a un problème et qu'il faut qu'elle travaille sur comment est-ce qu'elle améliore la situation. Mais on a aussi quand même des points de vélocité, etc. Mais finalement, ce n'est pas l'indicateur clé qui nous fait dire que ça va ou ça ne va pas. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent bouger dans un sprint par rapport à ça. Donc moi, j'essaie plutôt de ressentir effectivement, et c'est du feeling, hein, est-ce que l'équipe est contente, est-ce que le product owner est content, etc. etc. Et par rapport au changement d'organisation, ça peut aussi venir de nouveaux métiers qu'on introduit au sein de l'équipe. Vous, quel métier vous avez créé au sein de vos équipes tech pour faire en sorte que ça grandisse correctement? Parce que par exemple la QA, généralement on y pense un peu trop tard. C'est d'ailleurs mon cas en ce moment. Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus? Alors nous, on a eu de la QA assez tôt. Ce qu'on a fait évoluer au cours du temps, c'est basculer vers des QA qui étaient historiquement des QA manuels, vers plutôt des automation engineers. Donc on a fait pas mal de formations en interne pour ces métiers-là et on a fait un peu évoluer la typologie de notre équipe QA. Dans les métiers qui sont un petit peu apparus au fil de l'eau, historiquement, on n'avait que des Scrum Masters qui étaient un rôle tournant dans les équipes. Et ça marchait bien tant qu'on n'était pas trop nombreux, mais au bout d'un moment, les gens, ça les saoulait un petit peu d'être le Scrum Master parce qu'ils devaient être à la fois en train de développer et en train de faire le Scrum Master. Donc on a commencé un peu à professionnaliser ce rôle-là. Donc aujourd'hui, on a des Scrum Masters / Project Manager en propre qui aident le boulot de une, deux ou trois équipes. Côté IT, c'est pareil, au fur et à mesure que la structure grandit, alors ça c'est pas que l'engineering, mais l'IT, on a besoin d'avoir des IT guys en support parce que sinon tu passes ton temps à toi-même faire l'onboarding des nouveaux arrivants. Pour le recrutement, c'est bien d'avoir au bout d'un moment des recruteurs internes, avoir des tech recruteurs internes qui t'aident pour te faciliter la vie. Il y a plein de choses dans les fonctions support qui sont importantes. Là, dans notre état actuel, on commence à envisager d'avoir un release engineer qui est là en support des équipes pour les aider sur la CI/CD pour être en support, quoi. Alors, nous, sur la QA, on est parti exactement dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé par automatiser nous-mêmes et par avoir de la CI/CD. Et ensuite, faire venir un QA et puis monter une équipe QA derrière pour pouvoir avoir dans chaque équipe un QA, plus un chef QA qui va être chargé un petit peu de la coordination de tout ça. Et puis ensuite, IT, toutes les fonctions support, que ce soit de la RH, office management, faire en sorte que quand quelqu'un arrive, il ait déjà son laptop, ses accès, et un buddy dans l'entreprise. C'est quelque chose qu'on avait mis en place d'ailleurs chez Ledger. C'était que tout nouvel arrivant avait un buddy qui n'était pas dans le même département, qui était un peu son parrain dans la boîte et qui lui permettait de répondre à ses questions sur la boîte. Donc quelqu'un de la RH qui allait avoir un tech, qui était là depuis plus longtemps que lui. Ça avait plutôt pas mal marché. Et juste pour revenir enfin, tu parlais de fonction support, mais du coup, il y a aussi le support en tant que tel, tout ce qui est bug et tout. Comment vous avez fait en sorte de grandir là-dessus et de faire en sorte que les développeurs justement soient moins impactés par le quotidien, par les problèmes en production? Nous, au début, c'était les devs qui le faisaient et c'était les commerciaux qui faisaient le support client. Et là, on vient de monter une équipe de 3 personnes full support. C'est nous qui les avons formés ensuite aux produits et aux problèmes qui pouvaient venir de manière récurrente, mais aussi aux outils qu'on a pu mettre à leur disposition. On a tendance à négliger un peu les outils internes quand on est en croissance. Ça sauve quand même pas mal de temps et ça sauve pas mal de pain points. Donc de prendre du temps, de s'arrêter à développer des features pour pouvoir développer des outils qui vont être utilisés par le support, par les commerciaux, pour arrêter de solliciter les devs parce qu'ils ont besoin d'une requête avec telles infos ou parce qu'ils ont besoin de réinitialiser un mot de passe ou des comptes. Ça peut être un peu n'importe quoi.
mais c'est un temps qui coûte cher au début et qui est un investissement sur l'avenir après. Oui, nous, on a un support client grand public, donc évidemment on a beaucoup de requêtes et une grosse équipe de support. Donc on a construit un back-office Dashlane qui permet au support d'être au maximum autonome sur toute la vie courante de vie d'un utilisateur Dashlane. Après, ce qu'on a fait pour faire un peu interface entre les équipes de développement et l'équipe support, c'est que dans chaque équipe, en rotation toutes les semaines, on a ce qu'on appelle le team captain, qui est celui qui va être en charge de faire l'interface, le point de communication avec le support. Ça évite que toute l'équipe soit polluée par le machin. Donc il y en a un qui se tape la prod en direct pendant une semaine, et puis après il tourne, ce qui permet de faire un peu buffer et de gérer la communication et le point de contact et le debug un peu à la volée. Alors parfois il y a des sujets qui doivent être faits par l'équipe, mais globalement ça fait quand même un bon tampon. Et par rapport aux autres métiers, donc il y a aussi par exemple les sujets de sécurité. Donc pour le cas de Dashlane, c'est un peu différent puisque vous en avez mécaniquement, Ledger aussi. Mais du coup, pour une entreprise lambda, qu'est-ce que vous suggérez de mettre en place sur ces sujets-là? Oui, c'est vrai que nous, la première chose que j'ai fait en arrivant chez Dashlane, c'est renouveler l'équipe sécurité, mais donc c'est un peu inhérent chez nous. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire aujourd'hui de façon assez simple d'un point de vue sécurité IT. Déjà avoir une AD ou un équivalent que ce soit en interne ou en externe, qui soit carré, avec droit d'accès qui soit carré, ça c'est pas non plus très compliqué. Alors après, il faut le maintenir dans le temps, ça c'est plus compliqué. Mais quand on est, c'est quelque chose qui est bien de mettre en place quand on est petit, parce que ce sera encore plus compliqué demain. Tout ce qui est avoir un VPN propre pour avoir les accès réseau en interne, du two-factor sur tous les systèmes sensibles. Aujourd'hui, on peut utiliser des outils comme Duo Security où ça te donne une couche de two-factor assez simple. Aujourd'hui, on a plus facilité à rajouter des outils IT sécurité que ça n'était à l'époque où on devait faire beaucoup de choses manuellement. Donc, il faut en profiter et il ne faut pas négliger cet aspect-là parce que le jour où on a un problème, par contre, c'est vraiment gênant. Nous, traditionnellement, c'était quand même pendant assez longtemps les admin 6 qui avaient un peu la partie, on va dire, sécurité dans la boîte. Aujourd'hui, avoir un IT qui connaît un petit peu au moins les bonnes pratiques pour pouvoir segmenter tout ce qui va être accès aux documents, bien segmenter le Google Drive par exemple, histoire que tous les employés puissent pas aller lire les fiches de paye de toute la boîte, tout ce genre de choses. Voilà, c'est un petit peu le minimum. Après, du tout FA, forcer un petit peu à tous les étages, quand on est tech, c'est quelque chose dont on a assez l'habitude. Arriver à le faire rentrer chez les commerciaux ou au marketing, ça demande pas mal d'évangélisation. Ça râle pas mal. Mais c'est absolument nécessaire. Et puis si on ne sait pas par où commencer, il y a un peu toutes les normes internationales qui donnent des bons conseils de choses à mettre en place qui sont suffisamment larges pour pouvoir les adapter dans l'entreprise, mais qui donnent vraiment, c'est de la bonne pratique. Et les normes ISO. ISO ou SOC 1, SOC 2. Voilà, il ne faut pas tout prendre, parce que c'est un peu une usine à gaz, mais en revanche, il y a de bonnes pratiques, des bonnes questions à se poser dedans. Et juste avant, donc, on parlait de mesure de l'efficacité, de la vélocité. Demain, du coup, si on double de taille d'équipe, mécaniquement, on perd un petit peu en vélocité. Enfin, ça ne va pas faire facteur 2, quoi. Pour justement maximiser cette vélocité et le fait de rajouter des gens en plus, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui demain double son équipe Je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il faut être très clair sur dans quelle phase on est. À un moment, si on demande au manager et à l'équipe de faire du recrutement pour grandir, forcément, ça va avoir un impact sur le delivery. Mais ça doit être une phase de transition dans laquelle on recrute beaucoup et puis à un moment, on se cale un peu sur le recrutement parce que déjà, il faut accueillir les nouveaux arrivants, il faut les former, il faut les onboarder, etc. Et il faut revenir dans une phase de delivery. Donc je pense que c'est une question aussi de cycle. Il faut, dans la mesure du possible, essayer de ne pas être tout le temps en mode stress de recrutement parce que sinon, au bout d'un moment, ça craque à tous les étages, quoi. Donc il faut accepter le fait qu'il y a un peu un phénomène de démarrage, d'accélération et puis de vitesse de croisière avant de refaire un palier. Donc moi je vois ça un peu comme des plateaux. Et après il faut un peu diviser pour conquérir, c'est-à-dire qu'il faut aussi que l'effort de croissance il soit réparti sur tout le monde. Et donc tu parlais de Buddy, c'est une bonne façon de dire qu'il y a quelqu'un qui va être en charge d'aider un petit peu plus particulièrement un nouvel arrivant. Donc une équipe, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur tout le monde, tous les membres de l'équipe, et tout le monde doit être impliqué dans la croissance et ça ne doit pas être reposé sur les épaules
d'un seul manager ou d'un seul lead. Voilà. Il y a des choses qui sont assez pratico-pratiques qu'on peut mettre en place. Donc nous, chez Aircall, on avait remplacé la code review toute simple par vraiment de la peer review. Alors c'est un peu dur à mettre en place en remote, mais on se déplace et on va s'installer à côté de la personne dont on va revoir le code. Pareil, le pair programming, ça marche très très bien aussi pour pouvoir onboarder les nouveaux. Et le gros avantage de la peer review quand on est des toutes petites équipes, c'est qu'on est sûr qu'il y a 2 personnes qui ont la connaissance du code et qui ont compris pourquoi la personne avait fait quelque chose et comment ça fonctionnait. Donc s'il y en a un qui part en vacances ou qui s'en va, le passage de témoin est un poil moins douloureux. Par rapport aux technos que vous avez pu utiliser, donc je passe un peu du coq à l'âne parce que le temps avance. Donc par rapport aux technos que vous avez pu utiliser, est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit bon, j'arrive vraiment pas à recruter, ou alors c'est vraiment compliqué de former les gens, est-ce que vous avez eu des cas comme ça et qu'est-ce que vous suggérez de faire quand ça se produit? Parce que par exemple, si on peut parler d'Angular, on peut parler de Scala, on peut parler de certaines technologies qui amènent ces complexités. Qu'est-ce que vous suggérez sur ces points-là? Alors sur Scala, chez Ledger, on avait beaucoup de Scala. On n'a pas eu tant de mal que ça à recruter parce qu'en fait, on a pris pas mal de développeurs Java qui se sont mis à Scala. Donc mine de rien, ça a permis de passer un peu le cap. Après, c'est vrai que c'est très très difficile aujourd'hui de recruter sur de l'Angular parce que tout le monde veut faire du React. Refaire toute sa stack et passer 9 mois à refaire toute sa stack simplement pour pouvoir utiliser le framework à la mode n'est pas forcément une bonne idée, malheureusement. Il y a des boîtes qui le font. Nous, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, on passe d'une stack qui est une classique PHP, MySQL, Angular à une stack qui est Go, React. Et comme on a un produit qui est très fortement couplé, ben pendant qu'on découple, on réécrit. Mais il ne s'agit pas non plus de tout réécrire de zéro et de se lancer dans un tunnel où on ne va rien sortir pendant des mois parce que ça épuise les équipes, ça frustre le business, les clients ont l'impression qu'on n'avance pas et qu'on ne sort rien. Donc ce n'est pas non plus une solution. Ouais, nous, au final, c'est chaque équipe ou chaque plateforme qui est propriétaire de sa stack et de qu'est-ce qu'elle veut en faire. Donc, c'est à eux de décider un petit peu. Mais alors, selon les plateformes, par exemple sur iOS, à un moment, on a fait la migration d'Objective-C vers Swift. Et ça, c'était obligatoire si on voulait juste suivre l'écosystème. Donc, en fait, on est forcé par les écosystèmes à avancer plus ou moins à la vitesse des écosystèmes. Et quand on ne le fait pas, ça nous pose des problèmes. Sur Windows, notre application actuelle, c'est une vieille application Win32 en C++. Microsoft n'est plus leur framework. Et donc là, on est obligé de réécrire une grosse partie de l'application pour se remettre à la page. Mais ça, c'est des efforts qu'il vaut mieux lisser dans le temps. Et le fait de le faire progressivement, ça fait qu'on reste à la page et que d'un point de vue recrutement, on reste state of the art, quoi. Donc, si on est sur Android, c'est pareil. Là, on a de plus en plus de Kotlin dans l'application, et puis c'est ce qu'on pousse parce qu'on sait que les développeurs Android ils ont envie de faire du Kotlin et plus du vieux Java, quoi. Donc, c'est une démarche d'amélioration continue et de refonte continue. Mais je suis d'accord, il faut faire attention aux nouveaux frameworks à la mode parce que fondamentalement, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils vont donner demain, quoi. Donc, on peut tester, mais après, il faut voir. Faut être joueur. Et du coup, là, Cela dit, on avait joué avec React à l'époque, on a gagné pour l'instant. Et du coup, là, tu parlais aussi de frustration des clients, des équipes business. Justement, par rapport à ça, comment vous organisez, vous, aujourd'hui, le développement du produit? Parce que c'est dur de tout faire. Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement répondre le plus positivement possible à l'ensemble de vos utilisateurs ou personnes en interne? La première chose, c'est que déjà, on communique sur notre roadmap en interne. 6-9 mois. On sait que ça va changer. Mais le simple fait de communiquer en interne sur la roadmap produit, ça permet de donner de la visibilité et de rassurer. Les gens savent où on va, où ils ont l'impression qu'on sait où on va. Après, quand on est une petite start-up et que ça bouge très très vite, eh ben, on est obligé de prendre des décisions, de couper des pans de roadmap, de tuer des produits parfois. C'est un peu le business qui va décider de ça. Mais la communication en interne et si possible en externe, c'est une chose importante. L'autre chose, c'est d'éviter de rentrer dans des tunnels. Donc c'est de release une feature qui vaut peut-être 15 sur 20 et puis d'itérer pour faire 17 sur 20 avec le feedback des clients, puis 19 sur 20, puis un 20 sur 20, plutôt que de passer 9 mois à faire un truc où on se dit on va avoir 20 sur 20
Et quand on le sort, c'est ni ce que les clients attendaient, ni ce que le business attendait, et tout le monde est frustré. Les développeurs sont frustrés parce qu'ils ont rien sorti pendant 9 mois. Donc oui, on préfère itérer rapidement et faire un petit peu comme ce qu'a pu faire Apple au début de l'iPhone, qui était super frustrant parce qu'il n'y avait pas les MMS, et puis ensuite ils ont introduit les MMS, et ainsi de suite, plutôt que de vouloir sortir un truc nickel du premier coup. Moi, je pense que c'est hyper important qu'il y ait de la transparence à tous les niveaux et tout le monde n'a pas besoin d'avoir le même niveau d'information. Nous, on va dire la priorisation, elle se fait plutôt au niveau finalement allocation de nos efforts, allocation des ressources sur les différents sujets, les différentes missions. Et ça se fait au niveau de l'exec team et c'est un choix de notre CEO à la fin en tant que décision de se dire ok, on a envie de travailler sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et ça, c'est très partagé et c'est très associé à nos OKR, à nos objectifs. Et puis après, quand on descend dans les strates, dans une mission, si quelqu'un a envie de savoir quelle est la roadmap de cette équipe-là et de la mission, ça c'est quelque chose qui est partagé et les stakeholders qui sont intéressés par le sujet, eux, ils viennent dans les reviews, ils viennent voir ce qui se passe. Mais on n'a pas de macro roadmap de toute la chaîne parce que c'est trop compliqué. Donc on a plutôt, voilà les 10 sujets, 15 sujets sur lesquels on va travailler en parallèle parce qu'on a suffisamment de personnes pour pouvoir staffer ces 15 sujets et ça vous donne un ordre d'idée de ce sur quoi on va progresser, quoi. Et dernier point avant de conclure, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, c'est le Career Pass qu'on peut justement offrir aux personnes de l'équipe. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour justement que les gens évoluent dans vos équipes? Alors nous, on a un Career Pass qui est un petit peu compliqué aujourd'hui, mais on a beaucoup itéré sur le sujet. Le sujet a apparu finalement assez vite parce que les gens qui étaient là depuis quelques années avaient envie de se dire qu'est-ce qui se passe pour moi demain. Donc on a fait une première version qui était assez basique. Je suis un junior, je suis un intermédiaire, je suis un senior, etc. Et puis au fil du temps, au fur et à mesure de la croissance, on a itéré dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Career Pass, c'est moi historiquement qui l'avais un petit peu impulsé. Mais là, aujourd'hui, il est surtout dans la main de mes leads techniques et de mes managers. C'est eux qui le font évoluer en fonction de leurs propres besoins et du besoin de l'organisation. Après, on n'a pas réinventé la roue, on est allé s'inspirer de tout ce qui a été fait par ailleurs, du Career Pass de Box, de celui il y a Camille Fournier de Rent to Runway qui avait partagé beaucoup sur le sujet. Ça, c'est plein de sources d'inspiration. Et puis après, on le fait évoluer à notre sauce au fil du temps, mais il y a déjà pas mal de matière sur le sujet. Ce qui est important pour moi, c'est d'en avoir un explicite pour que chacun sache comment se positionner, où aller, et puis après l'utiliser justement dans les one-on-one, dans les conversations d'évolution de carrière. Et celui de Circle CI aussi. Oui, c'est vrai, il est bien aussi. Voilà, chez Aircall, c'est ce qu'on avait fait. On était parti sur celui de Circle CI et puis on l'avait adapté à la réalité de l'entreprise. Le Career Pass, maintenant, là, c'est quelque chose que je mets en place tout de suite, même si on a 4 développeurs. On essaie de l'envisager avec en même temps une grille de salaire qui va être globale à l'entreprise, donc sur quelque chose de plus global. C'est essentiellement ces 2 tracks. Est-ce qu'on va continuer dans une track tech pure ou est-ce qu'on va partir dans une track management? Mais c'est super important aujourd'hui pour nous, pour le recrutement, parce que c'est donner des perspectives aux gens qu'on va embaucher. Dès qu'on commence à discuter recrutement, surtout quand on est une toute petite équipe, ok, je vous rejoins, mais dans 3 ans, moi je suis où, je fais quoi? Voilà ce qu'on a prévu, voilà où on veut aller. Voilà les possibilités qu'on se donne. Aujourd'hui, on a ces rôles-là qui ne sont pas encore remplis, mais ça donne des objectifs. Si vous deviez donner juste quelques exemples d'un pass type chez vous? Le pass type, ça commence ingénieur de niveau 1, 2, 3, puis ensuite senior engineer, et puis ça monte, et au bout de senior engineer 2, là on va plutôt partir soit vers du management, soit vers du leadership technique. Si on reste en technique, il va y avoir de l'individual contributor qui vont plus être des gens qui sont un peu des hackers in résidence, qui vont faire des POC pour des nouveaux produits ou ce genre de choses. On a aussi réfléchi à une partie plutôt tech évangéliste pour pouvoir aller, comme on est en train d'ouvrir nos API, sortir un SDK, et pouvoir aller en parler à l'extérieur. C'est un petit peu toutes ces choses-là en fonction de ce que les gens ont envie de faire de leur carrière ou de ce qu'ils se découvrent aussi. Parce que c'est assez important de les aider à grandir et à deviner qui sont. Après, en France ou aux États-Unis, les Career Pass sont assez différents. Sur les Career Pass américains, vous verrez qu'il y a beaucoup plus de grades parce que les gens ont l'habitude de changer tous les 6 mois. En France, on va un petit peu plus lentement, mais c'est parce que aussi le système de l'emploi aux États-Unis fait que
il y a un tel turnover que si tous les 6 mois, j'ai pas mon petit bump de salaire et mon bump dans le rôle, je vais partir ailleurs. Donc c'est aussi un facteur de rétention. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais nous, sur la Career Pass, on a abouti à une Career Pass qui est associée aussi à... Il y a un organisme qui s'appelle Radford aux États-Unis qui fait à la fois du benchmarking de salaire sur les US, mais qui fait aussi qui a aussi une grille assez intéressante de niveau de maturité professionnelle, indépendamment de la fonction. Donc en fait, on a aligné les career pass du produit, de l'engineering, du marketing, etc. sur cette base-là. Et donc ça fait un peu une calibration à travers l'entreprise. Et donc aujourd'hui, sur l'engineering, ça se reflète en 3 niveaux de contributeurs, junior software engineer, intermediate software engineer, senior software engineer, donc IC 1, 2, 3. Et après, on fourche. Soit on part dans une passe managériale dans laquelle on peut être engineering manager, senior engineering manager, director, etc. Soit on part sur une track technique avec staff engineer, principal engineer, où on a repris la nomenclature américaine classique. Voilà. Et après, les deux fourches se rejoignent dans un rôle de VP ou de CTO. Et du coup, si on devait conclure suite à cet échange, si vous deviez donner 3 bonnes pratiques à appliquer demain en sortant de ce meet-up, quelles seraient-elles? La première, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelque chose où il faut vraiment impliquer tout le monde. Donc la croissance de l'organisation, c'est pas juste l'exec team, c'est pas juste les managers qui disent tiens on a envie de grandir, c'est vraiment quelque chose qui doit être porté par tout le monde. À la fois parce que les gens, c'est important pour eux de s'impliquer dans le fait qu'il va y avoir plein de nouveaux arrivants, qu'il va falloir qu'ils travaillent avec eux. Donc évidemment tout le monde ne va pas avoir la même contribution dans le process, mais enfin, tout le monde doit être en tout cas partie prenante. Il y a un sujet de communication, on n'en a pas beaucoup parlé, mais pour moi, encore plus quand on grandit, c'est hyper important de surcommuniquer le contexte à tout le monde, de dire pourquoi est-ce qu'on veut grandir, quels sont nos objectifs en grandissant, comment est-ce qu'on s'assure que les liens de communication qui existaient, ils vont évoluer, mais ils doivent se maintenir. En particulier, il faut faire attention à ne pas créer des silos et ce genre de choses. Et puis après, le dernier point, c'est plutôt une question de grandir sainement, à savoir penser à la culture, penser au bien-être, on parlait de burn-out, tout ça, penser au bien-être de tout le monde, penser au fait qu'on ne grandit pas pour grandir dans l'absolu, on grandit pour avoir une vision d'entreprise et un impact d'entreprise qui est plus grand, et pour ça on a besoin d'avoir une équipe qui se sent bien. Je te rejoins sur l'application de tout le monde, en particulier les plus anciens, qui ont tendance à se sentir un petit peu perdus quand la boîte grandit beaucoup, et qu'ils étaient 5 il y a 3 mois et qu'ils se retrouvent à 15 aujourd'hui. Sur la communication, c'est surtout redéfinir encore et encore aux nouveaux arrivants qui on est, d'où on vient et où on veut aller. Et pour ça, chez Aircall, Olivier Payès, le CEO, faisait un truc qui était très très bien. C'est que tous les mois, il voyait tous les nouveaux arrivants pour leur raconter l'histoire de la boîte, par où ils étaient passés et où ils voulaient aller. C'est une manière vraiment d'embarquer les nouveaux dans l'historique de la boîte. Et puis moi j'ai un troisième truc qui est souvent assez douloureux chez les fondateurs, c'est que vos premiers employés au début ils sont là parce que c'est des bâtisseurs, et il y a un moment où il faut les laisser partir parce qu'ils ne correspondent plus à la boîte ne leur correspond plus, et parfois il faut être capable de se dire qu'on va pousser ceux qu'on appelle nos piliers à partir, même si ça fait mal. Parce que les maçons et les couvreurs, c'est pas eux qu'on va demander aussi de faire les décorations d'intérieur de la maison. Et on va finir là-dessus du coup. Merci.